Oui, une petite précision pour la plénière de ce matin. Le seul orateur qui ne sera pas sur place, c'est Ivan Montoya. Compte tenu du décalage horaire avec les États-Unis, Ivan Montoya, malheureusement, ne va pas pouvoir répondre aux questions ce matin. Il nous a envoyé la vidéo de sa présentation. C'est le seul orateur qui ne pourra pas répondre aux questions en direct, puisque c'est la nuit aux États-Unis. Pour tous les orateurs qui sont programmés l'après-midi, vous pourrez poser des questions, comme ce fut le cas hier avec Stéphanie Stradi. Voilà, je cède la parole à Marc Auriacom qui va présider cette première session et qui va manager donc les orateurs. Merci Marc. Je passe la parole à Gabriela Fischer. Well, good morning, everybody. Donc, c'est en fait Gabrielle Fischer. Bonjour à tous. Eh bien, c'est un plaisir, chers amis et chers collègues, de vous revoir à nouveau. Et puis, de façon analogique, je suis vraiment très reconnaissante vis-à-vis du comité et de Jean-Michel de m'avoir invité ici. Et c'est un plaisir de présenter cette première session du matin. Eh bien, j'espère que vous avez tous vos récepteurs. ICRO va s'exprimer en anglais. Et je vais maintenant passer la parole à Marc pour les remarques d'introduction. Première session du premier jour de vrai travail, extrêmement dense, comme l'a dit Archites. Donc, on va suivre un timing suisse sous la bienveillance de nos amis suisses qui vérifient les choses de façon générale. Et donc, chaque présentation va être entre 15 et 20 minutes. On pourra prendre quelques questions après chaque présentation et ensuite, on aura peut-être un petit peu de temps pour des questions supplémentaires. Donc, la première présentation est assurée par Ikro Marimani sur les aspects thérapeutiques des troubles de l'humeur dans les addictions. Ikro Marimani est connu de tous, mais je rappelle que c'est un professeur de psychiatrie et d'addictologie. C'est un des fondateurs de l'addictologie en Italie et il est basé à l'université de Pise où il a créé une école d'addictologie qui se répand sur toute l'Italie et toute l'Europe. Ikro. Thank you. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Marc, de cette aimable présentation. Bonne journée à tous. Remercier mon ami Jean-Pierre et tous les amis français pour leur chaleureuse invitation ainsi que les organisateurs du congrès. Mais mon français est encore pire que mon anglais. Et je vous épargne donc ce qui serait une tentative maladroite de parler français. So, thanks for inviting me. Merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler des troubles de l'humeur, du traitement des troubles de l'humeur parmi les héroïnomanes. Dans une publication récente de notre groupe, nous avons parlé du problème de l'existence d'une psychopathologie spécifique parmi les toxicomanes, ce qui soutiendrait l'évidence que l'humeur, les troubles de l'humeur, l'anxiété et le manque de contrôle doivent être inclus dans le diagnostic des toxicomanes. Je voudrais suggérer dans ma présentation que la pathologie duelle est associée aux troubles de l'humeur et on a besoin pour traiter cette pathologie d'un traitement par opioïdes agonistes. L'utilisation d'agents psychopharmacologiques doit être plus définie, à mon avis, en fonction du besoin du patient et d'après l'idée que la dépression duelle existe parmi les dépendants de l'héroïne. Et aussi, je voudrais dire que cela influe la réponse au traitement. Et il y a aussi une grande gamme de ce type d'agents. Voici la structure psychique de l'usage de substances et de l'addiction.
C'est un cercle vicieux d'ailleurs et ça commence avec un facteur préexistant pour l'addiction et parmi ce facteur, il faut citer les effets de l'usage de la substance, mais c'est vraiment lors du processus de l'addiction que l'on peut rencontrer la cause qui aura des conséquences psychiatriques et aussi on y trouvera l'embryon de la psychopathologie spécifiquement liée à l'usage de la substance. De façon plus spécifique, nous pourrions considérer cette psychopathologie et le processus d'addiction comme une manifestation psychiatrique liée à l'envie et au dyscontrôle qui est au cœur de la maladie de l'addiction. Notre idée est donc que nous devons nous acheminer vers une perspective unitaire dans le traitement du spectre bipolaire lié à l'usage de substances. Nous avons la cyclothymie et le trouble d'usage de l'héroïne à différencier, mais de façon spécifique, nous devons aussi définir le risque d'avoir une addiction à l'héroïne, à l'alcool, les envies suicidaires, l'usage des drogues récréationnelles et de façon additionnelle, nous avons démontré la prévalence du spectre bipolaire quand cela est comparé à la psychose chronique pour le cannabis et pour l'ecstasy. Et aussi pour d'autres substances, en fait, qui sont liées dans ce cas-là à la maladie de la dépression bipolaire. Et on a comparé aussi la maladie bipolaire aux troubles chroniques psychotiques chez les patients sans abri. Ici, nous voyons l'épidémiologie de la pathologie duelle liée à l'addiction à l'héroïne. Nous voyons que les troubles de l'humeur sont le diagnostic le plus prévalent, le plus présent, mais je veux souligner le fait que les signes de dépression sont toujours présents parmi les toxicomanes non traités. Et la pathologie duelle peut être une caractéristique prédominante parmi les toxicomanes, même s'ils n'ont pas de pathologie duelle. Maintenant, je vais vous présenter les principes guides pour le traitement des troubles de l'humeur chez les toxicomanes usagers d'héroïne qui ont de la pathologie duelle. Ces principes sont tirés de l'expérience de la recherche du groupe d'épidémiologie qui travaille à l'hôpital universitaire de Santa Chiara à Pise. Dans la partie supérieure de la diapo, vous voyez les résultats des patients bipolaires, toxicomanes à l'héroïne, qui ont été traités pendant des années avec des résultats qui ne sont pas différents de ceux des usagers d'héroïne avec la pathologie duelle. Et voici le principe que nous utilisons et c'est ce que nous voulons vous recommander en tant que principe. Il faut évoquer aussi que la pharmacothérapie avec des antidépresseurs toute seule ne peut pas traiter complètement les usagers à l'héroïne et même s'il y a des propriétés antidépressives, il faut comprendre qu'il y a également le dosage de la méthadone par-dessus les 120 mg qui est nécessaire. Alors pourquoi ces doses par-dessus les standards sont-elles nécessaires chez ce type de patient? Eh bien parce que nous devons contrôler le type d'opioïdes qui est accumulé. Nous avons cette dette d'opioïdes totale. La première dette d'opioïdes est liée à la gravité de la maladie, c'est-à-dire c'est le niveau des opioïdes dans la rue. Le deuxième niveau de cette dette, c'est la présence et la gravité de la douleur. C'est le syndrome de la douleur. Eh bien, dans ce cas-là, pour aborder cela, il faut augmenter la dose des opioïdes. Ensuite, la présence de la
psychopathologie à cause de la présence de la pathologie d'IL, mais aussi à cause d'autres psychopathologies liées à l'usage des substances. Le quatrième niveau est lié à la présence du stress. Considérant que les usagers d'héroïne, normalement, ils voient une réduction de leur résistance au stress. Et on a démontré aussi qu'il y a une sorte de spectre de troubles liés au stress post-traumatique parmi les toxicomanes usagers d'héroïne dans leur vie quotidienne. La médication antidépressive, les agents antidopaminergiques augmentent les niveaux de méthadone. Par conséquent, dans cette diapositive, nous vous montrons les interactions entre la méthadone et buprenorphine et les antidépresseurs sérotoninergiques. Par exemple, la fluoxétine, la paroxétine, la fluvoxamine, qui peuvent augmenter de façon significative les niveaux de méthadone dans le sang. La fluvoxamine peut améliorer ces niveaux de méthadone dans le sang, mais seulement chez les patients qui reçoivent des doses élevées et seulement au cours des premières semaines du programme. Et le citalopram n'est pas lié au niveau de méthadone dans le sang. Les conséquences de l'interaction entre les agents sérotoninergiques et les indications d'opioïdes sont les suivantes. Il faut davantage de prudence, de précaution au cours du traitement de méthadone de maintien dans la phase d'induction, mais aussi lors de la phase d'induction de la buprenorphine, et les agents sérotoninergiques doivent être utilisés chez les patients avec un métabolisateur rapide au cours du traitement. Les agents sérotoninergiques ne sont pas utilisés lors de la désintoxication des patients usagers d'héroïne parce qu'il faudrait réduire les doses de façon hebdomadaire et ainsi on n'arriverait pas à désintoxiquer le patient vraiment. Et maintenant, avec l'interaction aussi de la cocaïne, nous avons des effets. Et il faut également évoquer qu'au cours des phases maniaques, les envies augmentent, les besoins augmentent. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser à la médication anti-obsessive. Et celle-ci doit être préférée. Les stimulateurs précycliques stimulants tels que le bupropion, la vortioxétine et la trazodone, le contramide de trazodone, peuvent être utilisés après la désintoxication des opioïdes pendant au moins 6 mois en tant qu'agent anti-hypophorique. Pour comprendre cette proposition, d'ailleurs, il faut considérer le cercle de l'addiction. Et il faut également considérer le résultat du cercle de l'addiction. La maladie est caractérisée par l'alternance de l'intoxication et la désintoxication, avec une perte progressive des capacités de récompense par l'activité présente habituelle. Ce qui veut dire que à la fin de l'historique naturel de la maladie, nous avons l'anédonie devant nous, c'est-à-dire, et ceci se passe pour toutes les substances. Alors, pour le traitement des patients dépendants de l'héroïne, la médication inclut les agents anti-euphoriques, mais vers la fin du traitement, les traitements dopaminergiques sont nécessaires. Enfin, je souhaite signaler la co-utilisation d'agents tricycliques et d'opioïdes qui peut réduire la latence de l'effet antidépresseur
Et afin d'utiliser cela chez les patients, il faut trouver les agents tricycliques à usage non médical, spécialement l'antiprénine. Et par rapport aux stabilisateurs de l'humeur, je peux suggérer que ces stabilisateurs, ces agents sont très utiles chez les toxicomanes usagers d'héroïne bipolaire, mais les stabilisateurs tout seuls ne peuvent pas apaiser le comportement addictif chez ce type de patient. Par conséquent, il faut agir avec précaution, il faut utiliser la carbamazépine qui est nécessaire et ajuster la dose. Cette augmentation de la dose n'est pas nécessaire. Par contre, si on utilise l'acide valproïque et le lithium lui-même peut être utilisé chez les patients usagers d'héroïne et qui sont compliants à la cocaïne. La benzodiazépine, eh bien, à mon avis, les benzodiazépines pour traiter l'anxiété comorbide, eh bien, ceci doit être évité. Il faut évoquer d'ailleurs que les opioïdes de longue action ont des propriétés anxiolytiques. Et maintenant, nous allons commencer par les principes guides pour le traitement de la psychopathologie spécifique chez les dépendants de l'héroïne. Nous sommes convaincus que la psychopathologie chez les patients dépendants de l'héroïne existe. Et en fait, nous avons, chez les patients dépendants, nous avons 5 types d'aliénation qui peuvent être traités. Par exemple, le sens d'inutilité, le fait d'être attrapé, les symptômes somatiques, la sensibilité, la panique, l'anxiété, la violence, les idées suicidaires. Il y a d'autres symptômes qui sont présents aussi dans la pathologie duelle, tels que les envies suicidaires, les violentes, qui sont typiques du dyscontrol, c'est-à-dire que, voilà, c'est ce que nous avons suggéré dans notre premier article, et la sensibilité et le psychoticisme peut être liés à la stigmatisation des toxicomanes. La panique et l'anxiété sans doute liées à la présence des récepteurs opioïdes dans le locus coeruleus, qui est le centre de ces crises de panique. Mais il y a donc cette pathologie spécifique chez les patients usagers d'héroïne. Comme vous le voyez ici, les patients qui ont un psychoticisme sensible dominant fonctionnent mieux avec le traitement à la méthadone. Par contre, ceux qui montrent des tendances violentes et suicidaires répondent mieux à l'action de la buprenorphine. Et l'impact des sous-types psychopathologiques n'est pas lié seulement au type de substance ou d'agent qu'on leur donne comme traitement, mais on voit ici tous ces résultats. Et à la fin de ma présentation, je souhaite vous montrer la destinée de ces types de psychopathologie. Eh bien, après 30 ans de traitement avec des opioïdes, la psychopathologie reste. Et en fait, les signes prédominants sont le signe de l'inutilité, de la sensation d'être attrapé. Il y a aussi ce spectre de troubles du stress post-traumatique. Nous pouvons voir que pour ces patients qui ont reçu un traitement pendant 30 ans, seulement 2 ont eu cette présence du spectre post-traumatique, alors que pour le reste des patients, il y avait encore tous les autres symptômes. Alors, pour conclure, nous pouvons dire que la symptomatologie psychiatrique chez les dépendants de l'héroïne est liée à la présence de la pathologie duelle, mais aussi aux conséquences psychiatriques des processus addictifs. Ce qui veut dire
que c'est des psychopathologies spécifiques à l'usage de substances. La dépression par pathologie duelle chez les patients héroïnomanes demande une médication par opioïde, un traitement ajusté. Et chez les patients sans pathologie duelle, les traitements par opioïdes agonistes ne doivent pas être terminés chez les patients qui répondent lorsque la dépression est toujours prédominante. Je vous remercie de votre attention et vous êtes tous invités par moi-même et par Monsieur Desmateis au prochain congrès qui sera tenu à Grenoble au mois de novembre. Je vous remercie. ICRO, merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Marimani, de cette sur tout ce qui est aspect information. thérapeutique chez les patients également sous traitement de maintenance à la méthadone. Et je voudrais demander maintenant au public s'il y a des questions, puisque c'est le moment maintenant des questions-réponses. Vous pouvez lever la main si vous souhaitez poser des questions. Je sais qu'il est encore très tôt ce matin, donc je vais peut-être vous poser une première question. Vous avez parlé donc des patients en traitement de maintenance et vous dites qu'il faut une forte dose. Néanmoins, vous savez que certains des médicaments provoquent des céphalées. Alors, c'est un point très intéressant. Pour la méthadone, il faut comprendre qu'il faut augmenter la dose en fonction de la dépendance aux opioïdes ou aux opiacés. Mais c'est vrai que la buprenorphine peut bloquer le système s'il est administré à forte dose. Mais pour ce qui est du blocage des récepteurs clés, il est proportionnel à la dose administrée, aussi pour la buprenorphine, en particulier chez les patients qui ont une psychopathologie. Donc, il vaut mieux augmenter la dose de buprenorphine jusqu'à 16 mg, voire plus. Merci beaucoup. D'autres questions? Peut-être une question supplémentaire? Oui, j'ai un écho, j'ai un Dolby Surround avec le casque également. Je peux peut-être vous poser une autre question. Il semblerait qu'on se concentre beaucoup sur la kétonine pour le traitement des dépressions résistantes. Quels sont vos sentiments quant à cette utilisation chez les usagers de drogue? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. Quand on étudie le traitement des thérapeutiques psychiatriques, on exclut toujours les personnes ayant des addictions aux drogues. Et quand on étudie spécifiquement les patients ayant une addiction aux drogues, ils ne font pas partie des cohortes de patients ayant des troubles psychiatriques. Donc, on ne connaît pas l'effet de ces médicaments chez les patients ayant des troubles du haut. Et donc, il faudrait justement avoir des études chez les patients ayant ces deux troubles en présence. Parce qu'en effet, on a nos patients usagers de drogue qui sont pris en charge par les services de psychiatrie et il est important de savoir quelles sont les interactions entre ces médicaments et les drogues. La kétamine est certainement très efficace chez les patients psychiatriques. Elle va réduire la latence de réponse aux médicaments tricycliques, mais on ne sait rien de son efficacité chez les patients ayant des troubles de type dual ou ayant une addiction aux drogues. Il faut donc en savoir plus avant de pouvoir introduire ce type de médicament, donc ce médicament qui est efficace en cas de dépression résistante chez les usagers de drogue, en particulier donc chez les usagers de drogue qui ont une addiction à la cocaïne ou aux benzodiazépines. Ils ont besoin d'un traitement antidépressif, mais souvent,
ils ne répondent pas à ce type de traitement. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter l'orateur suivant, que vous connaissez peut-être déjà. Il réalise de la recherche dans le domaine de l'addiction à l'alcool. Ce sont des chercheurs qui ne sont pas aussi nombreux. Il s'agit de Karl Mann. Il est spécialiste de la dictologie. Il détient la chaire en addictologie à l'université de Mannheim et il est aussi professeur senior, ou en tout cas l'équivalent en Allemagne en matière d'addictologie. Et donc, je me réjouis d'écouter sa présentation, non seulement parce qu'il va la présenter en français, mais aussi parce qu'il va parler d'un thème qui est extrêmement intéressant pour nous, à savoir la médecine de précision. Et c'est vrai que la médecine de précision, elle est partout pour un grand nombre de pathologies. Et pourquoi ne serait-elle pas également appliquée au traitement des addictologies? Il va donc nous parler des aspects imagerie et aspects cliniques de l'alcoolologie. Nous souhaitons la bienvenue au Dr Mann. Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, bien sûr, j'aimerais remercier Jean-Pierre et son équipe de m'avoir invité de nouveau au Pays Basque, cette région qui est si privilégiée dans beaucoup de domaines, notamment aussi dans le traitement des toxicomanes. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être ici de nouveau. Alors, je vais parler de médecine de précision. Le but de cette approche est vraiment d'améliorer l'efficacité du traitement, de le doubler peut-être ou même de le tripler si on le compare avec le placebo par exemple. Et les idées de base sont vraiment assez simples. Si même pas banales. Hein. Alors l'idée c'est on n'est pas les mêmes, on est différents. Les gens sont différents, alors, et les différences jouent dans la réponse à des traitements. Et pour cela, le but de la médecine de précision, c'est de vraiment caractériser ces différences et d'aboutir à des groupes ou des sous-groupes de patients qui sont plus homogènes que tout le groupe. C'est ça l'idée vraiment. Et si on a fait ça, on peut vraiment précisément tirer à cette caractéristique de ce sous-groupe pour vraiment peut-être améliorer les résultats du traitement. Oups. C'est pas là encore la fin. Hein. Voilà. Bon, alors, on a fait une étude, une large étude vraiment il y a 10 ans, mais déjà on a même plus que ça, on a commencé avec cela qui s'appelle Predict Study et là vraiment on a essayé de faire de faire ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et ici dans cette publication, nous avons décrit la méthodologie et les hypothèses de cette étude. Alors, on a vraiment un ensemble de projets ou de sous-projets. Moi, je vais seulement parler aujourd'hui du core trial et de l'imagerie à résonance magnétique. Et peut-être aussi, c'était payé ou financé par le gouvernement allemand. Alors, il n'y avait pas de l'industrie impliquée dans cette étude. Alors, l'étude randomisée, il y avait 400 quelques patients randomisés à l'acamprosate ou à l'altrexone ou au placebo à 2, 2, 1, avec 12 semaines de médication ou de traitement et un follow-up de 12 mois. Et les résultats,
les résultats sont là. Alors, pas de différence entre la cambrosate et le naltrexone et pas de différence avec placebo. Alors, une étude nulle, si vous voulez, dans l'ensemble des patients. C'est justement pour cela que je pense qu'il est nécessaire de regarder les sous-groupes. Alors, on va regarder les sous-groupes maintenant sur le plan imagerie d'abord et ensuite clinique. Si Dieu le veut. Hein, Voilà. Alors, l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle. On montre des photos dans le scanner aux patients et aussi à des sujets qui n'ont pas une addiction pour contrôle. Et on montre également des photos neutres. Et si on fait ça, on reçoit des activités dans le cerveau qui est spécifique dans les patients pour des images alcooliques vraiment. Et ce que nous intéresse le plus, c'est le striatum ventral. Alors ici, et là, on sait depuis plusieurs études que cette activité, cette augmentation de l'activité est liée au résultat du traitement, n'importe quel traitement vraiment. Alors là, c'était notre hypothèse que dans les gens qui ont une activité plus élevée en regardant ces images alcooliques, que sont ceux qui vont être des répondeurs à la naltrexone, parce que ça, c'est médié par l'endorphine, comme nous le savons. Et ceux qui n'ont pas une activité élevée en regardant ces images, ça existe aussi. Eux, ils ne devraient pas réagir à la naltrexone. Et dans cette étude, il y avait pas mal de patients dedans sur la naltrexone, la cambrosate et placebo. On a trouvé qu'il y a une interaction entre médication et Q-réactivité. C'est comme on appelle la réaction à ces photos, qui était significative. Et si on fait un median split des gens ou des activités dans le ventral striatum, en un sous-groupe avec une action plus élevée, une activité plus élevée ou moins élevée, et après on regarde le résultat suivant la naltrexone, on voit effectivement que dans ceux avec une activité plus élevée, ils font significativement mieux avec la naltrexone que les autres avec l'activité en bas, basse. Alors là, c'était une première essai vraiment pour retrouver un peu, pour montrer un peu que cette idée de la médecine de précision fait du sens vraiment. Mais bien sûr que pas tout le monde a un scanner à résonance magnétique et c'est compliqué, etc., etc. Pour cela, c'est nécessaire de trouver aussi des choses beaucoup plus simples, cliniques, et c'est ce qu'on a fait aussi, et je vais parler de cela maintenant. Alors, il y a une publication, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, par le groupe de Wim van den Brink ici, qui a vraiment décrit des types de patients à la base du renforcement psychologique. Alors, il y a des gens avec où l'alcool, la consommation de l'alcool ou d'une drogue joue un rôle comme renforcement positif, où il y a des gens où il y a un renforcement négatif. Alors, on peut distinguer les deux en utilisant des questionnaires. Et la première groupe devrait réagir à la naltrexone et la deuxième groupe devrait peut-être, c'était l'hypothèse, réagir à la cambrosate. C'était l'idée derrière cette étude qui venait de Wim van den Brink et son groupe. Alors là, avec un questionnaire sans question, on peut distinguer 4 types différents. Une ou un avec reward high and relief low,
une autre avec le contraire, revoir de l'eau et relief high, et aussi bien sûr une où il y a les deux sont bas, il y a un quatrième groupe où les deux sont élevés. Alors notre idée c'était que dans ce groupe-là, la naltrexone devrait marcher, et dans ce groupe-là, la camprosate devrait marcher. Et voilà les résultats de nouveau. Ça, on a vu déjà l'ensemble de cette étude. Il n'y avait pas de différence entre naltrexone et placebo. Mais si on regarde les rewards consommateurs d'alcool, alors là, nous avons vraiment nettement une différence en faveur de la naltrexone. Si on regarde le pourcentage avec consommation d'alcool. Alors là, on a une efficacité de Cohen's d de 0,96 et ça, c'est très, très élevé. C'est 3 fois plus qu'on a d'habitude si on a une étude significative avec une médication en psychiatrie. Là, on est en général 0,30. Alors, c'est 3 fois plus élevé dans ce sous-groupe où la naltrexone marche. Bon, alors on a publié ça et bon, il y avait des gens qui ont dit, bon, c'est intéressant, il y a des gens qui sont, c'est du hasard. Et c'est vrai, hein, il y a pas mal d'hasard dans notre recherche toujours. Et c'est pour cela que des gens parlent d'une crise de réplication dans la recherche. Il y avait une publication il y a quelques ans à Nature où ils ont interviewé 1500 chercheurs et 90% ont dit oui, on a une crise de réplication dans la recherche en sciences. Et par exemple, en biologie, 80% ne pouvaient pas répliquer les résultats de notre laboratoire. Et même dans leur propre laboratoire, 60% ne pouvaient pas répliquer. Et en médecine, 65 ou 50 dans leur propre laboratoire. Et ça, bien sûr, peut jouer dans nos résultats que je vous ai présentés tout à l'heure. Hein. Ça peut être du hasard. C'est pour cela, est-ce qu'on a des réplications? Oui, on a des réplications. Alors là, je vais vous montrer la première. Ça, c'était notre étude. Et là, c'est une étude qui a été faite par Hendrik Schranzler de l'Université de Philadelphie en Pennsylvanie. C'est le successeur vraiment de Chuck O'Brien, mais son français est beaucoup nettement plus, comment dit-on, pas meilleur, non, le contraire. Ça n'existe pas. Pas comme chez Chuck. Alors, lui, il a fait une étude avec 163 patients, naltrexone ou placebo, et il avait aussi mis ce questionnaire. Alors là, on pouvait regarder si on trouve quelque chose qui est pareil comme nos résultats. Ça, c'était les pourcentages que vous avez déjà vus dans notre étude, et là, c'était les pourcentages dans son étude dans les 4 groupes différents. De nouveau, ce groupe-là devrait réagir mieux à la naltrexone que le reste. Et lui aussi n'avait pas, celui-là, n'avait pas de différence entre la naltrexone et le placebo dans le groupe entier. Alors rien, hein, pas de différence là. Mais s'il regarde, si Dieu le veut, voilà. Alors, s'il regarde le groupe reward drinking, là, la naltrexone est nettement meilleure que le placebo dans ce sous-groupe, et ce qui n'est pas vrai pour les autres groupes. Alors, c'était une première réplication de nos résultats par un laboratoire complètement indépendant de nous. Ça va. Bon, il y a, voilà, là, ça, ce sont les mêmes résultats. Là, on peut voir les sous-groupes ici, et ça, c'est la grande différence. Et là, on a une efficacité qui est encore plus élevée que chez nous. Dans notre étude, là, on a un Cohen's d de 2,5. C'est énorme, vraiment, pour ce sous-groupe. Alors, ces gens-là, si on est capable à les identifier, ils ont une très bonne chance d'être des répondeurs à la naltrexone. OK. Et
Il y a une deuxième réplication qui a été publiée cette année, et je ne vais pas vous donner les détails parce qu'on n'a pas le temps pour cela. La même chose, dans un essai ou une étude menée par Stephanie O'Malley à Yale, avec des jeunes buveurs, vraiment des grands buveurs, pas nécessairement des dépendants, mais des buveurs de grande quantité d'alcool, entre 18 ans et 25 ans, ils ont trouvé la même chose. Alors ceux dans le groupe Reward, ils avaient un résultat sur la naltrexone beaucoup plus élevé que le reste. OK. Alors, résumé des données cliniques, il y a trois études indépendantes qui ont montré que cette idée de la médecine de précision peut marcher dans ce contexte que je vous ai décrit. Mais, bien sûr, maintenant, le prochain pas, aux 2 prochains pas, ce seraient des études vraiment prospectives avec une stratification a priori de gens dans le reward group et l'autre groupe. Et ça, Hendrik Lenzler est en train de le faire. Alors, on va voir. Ça, c'est la deuxième réplication sur le plan clinique. Ah non, pardon. C'est le deuxième pas. Alors, avec les 100 questions, c'est difficile à faire quand même avec un patient. Là, on a vraiment réduit les questions à 10. Alors, on a 5 pour reward et 5 pour relief drinking. Et ça, c'est un review. On a soumis il y a quelques semaines. Voilà, presque dernier diapo. Revenons à l'imagerie. Pour finir, là, il y avait une deuxième étude aussi à Mannheim et Heidelberg, mais moi, je n'étais pas vraiment impliqué dedans, où ils ont donné de la naltrexone contre traitement comme d'habitude. Alors, pas de placebo, mais quand même, là, on pourrait faire la même analyse comme à la première étude avec l'imagerie, en utilisant les mêmes définitions que dans notre première étude. Et là, on a trouvé de nouveau que les gens qui ont une augmentation de l'activité du cerveau en regardant les images d'alcool, et quand on les contraste avec les gens qui ont une activité pas élevée, ils ont trouvé le même résultat comme nous. Alors, ceux avec une activité plus élevée, ce sont des répondeurs à la naltrexone, et ceux qui n'ont pas cette activité élevée dans le striatum ventral n'ont pas une réponse positive à la naltrexone. Voilà, en conclusion, on peut peut-être améliorer pas vraiment le traitement, mais l'efficacité du traitement en considérant quelques phénotypes. Et je vous ai décrit 2, l'imagerie et une approche clinique. Si vous êtes intéressé dans les détails de cela, venez me voir et je peux vous montrer et donner les publications qu'on a fait. J'aimerais juste vous montrer les 4 réplications qui sont en bas qu'on a fait dans ces dernières années. Et avec ça, j'aimerais finir et vous remercier pour votre attention. Merci. Merci, Karl-Marc, pour cette excellente présentation. Et en français, encore une fois, même si c'est très facile pour toi, merci. Donc, c'est un exemple parfait de médecine de précision, hein, qui est vraiment l'avenir, puisque jusqu'à maintenant, on a fait des groupes homogènes sur des moyennes. So far, we had the homogeneous groups with averages. Now there is too much heterogeneity. So there is a gap often on the results of the studies. Qui dit que, mais pourtant, j'ai l'impression que ça marche pour certaines personnes. Des questions? Oui, je vois une question. Donc, une question courte
pour permettre une réponse courte, puisqu'on est vraiment contraint par le temps. Merci pour cette présentation. Je me demandais si on avait des données concernant d'autres substances, comme le disulfiram, comme le baclofen, comme le nalméphène, ou est-ce qu'on a uniquement des données concernant l'analtrexone et la camprosate? Oui, pour l'instant, on n'a pas d'autres résultats qui venaient des études avec des hypothèses, etc. Mais il y avait des analyses secondaires avec quelques idées que ça pourrait jouer aussi pour quelques de ces médications que vous avez mentionnées. Mais là, il faut encore voir et faire ça un peu plus précisément que jusqu'ici. Il faut aussi ajouter que le domaine où ça joue peut-être c'est le plus important, c'est la pharmacogénétique. Hein. Je ne vais pas parler de pharmacogénétique ici, mais là, je pense aussi qu'il y aura des résultats probablement pour d'autres médications. Et si j'ai le temps, j'aimerais aussi ajouter un petit point parce qu'on a Mary Jean Creek ici. Et là, quand j'ai présenté ses résultats, elle est tout de suite, elle s'est levée, elle est mais comment avec les A118H génotype? Est-ce que ça joue un rôle et est-ce que c'est la réponse pour laquelle la naltrexone marche mieux dans nos échantillons? Et notre réponse, heureusement, était non, parce que c'était les mêmes G allèles dans les deux groupes. Alors là, ce n'était pas la raison pour les différences là. Mais là, la pharmacogénétique, je pense, ça va donner encore quelques résultats plus importants et peut-être aussi qu'on peut utiliser plus en pratique. Merci beaucoup, Carlman, et bravo. D'ailleurs, n'oubliez pas que Carlman reste au congrès et à la pause, courez-lui après pour des questions complémentaires. On passe à la communication suivante par Ivan Montoya. Ivan Montoya est au NIDA, qui est l'Institut national de recherche sur les addictions des États-Unis, et où il est responsable de la division psychopharmacologie. Et sa présentation va être, donc, qui a été préenregistrée, va être porte sur le développement des médicaments pour l'addiction aux opiacés. Good morning. I'm Ivan Montoya. I'm the clinical director of the division. Bonjour, je suis Ivan Montoya, le directeur de la division des thérapies et conséquences médicales. Je vous remercie de votre invitation. Je vais parler de l'Institut national de la santé américain pour mettre un terme aux addictions à long terme. Cette initiative cherche à accélérer le développement des médicaments pour traiter les addictions aux opiacés. Cette initiative a été lancée, a été acceptée par le Congrès américain il y a plusieurs années devant l'augmentation devant l'aggravation de la crise des opiacés. En 2019, plus de 70 000 décès étaient liés à l'addiction aux opiacés. Le principal coupable de cette crise des opiacés a été tout récemment le fentanyl. 36 000 décès sont associés au fentanyl. Dans la situation avec la pandémie du COVID-19, la situation s'est aggravée. En 2021, le pourcentage a évolué.
où il y a eu près de 95 000 décès et notamment 59 000 décès liés au fentanyl. Vous voyez, l'augmentation des décès est dramatique. Et c'est 56% dû aux opioïdes synthétiques. Donc, la situation empire de jour en jour. L'initiative HEAL pour mettre un terme aux addictions à long terme a été acceptée par le Congrès. C'est un effort pour trouver des solutions scientifiques pour faire face à la crise des opiacés, avec un investissement de 500 millions de dollars par an pour la recherche médicale, pour essayer d'améliorer les traitements de prévention et pour contrôler cette crise des opiacés. Donc, l'idée était tout d'abord d'améliorer les traitements de la douleur pour éviter le recours aux opioïdes et pour éviter les addictions aux opiacés, les overdoses et pour que les personnes puissent trouver une guérison à long terme. Donc, 12 centres et instituts du NIH mènent plus de 375 projets de recherche. Cette initiative a démarré en 2018-2019 et jusqu'à présent, plus d'1 milliard de dollars ont été investis dans la recherche dans les 2 dernières années. Voici le cadre de l'initiative HEAL. Il y a les deux principaux composants, la gestion de l'amélioration de la douleur et l'amélioration des traitements de l'addiction. Ces 2 volets sont très imbriqués l'un dans l'autre. Je vais me concentrer sur le développement des médicaments pour traiter les addictions aux opioïdes et les overdoses. C'est le domaine dans lequel je suis engagée, dans la recherche. Nous pensons avoir des contributions scientifiques très importantes dans un futur très proche. Voici, moi, je dirige ce volet de recherche. On a lancé ce projet parce qu'on a remarqué qu'il y avait une mauvaise efficacité des médicaments parce que les patients ne respectaient pas les médicaments. La méthadone est effective, mais pas à 100%. L'un des problèmes principaux est que le patient ne poursuit pas suffisamment longtemps le traitement pour trouver une guérison à long terme. Également, il y a une mauvaise réponse à certains traitements, surtout quand l'overdose est due au fentanyl, qui a des effets d'une libération prolongée. L'effet de l'analoxone est plus court. Et donc, il y a un risque de renarcotisation chez le patient qui peut retomber dans une overdose d'opioïdes. La troisième raison, c'est le manque de traitement pour la dépression ou la détresse respiratoire. C'est la principale cause de décès chez les patients qui ont une addiction aux opiacés. Et il y a peu de médicaments pour ces addictions aux opiacés. Il y a la buprenorphine, l'altrexone,
et Nofexiline. Mais c'est tout. Donc, il n'y a pas beaucoup de médicaments disponibles pour traiter ces addictions aux opiacés. Un autre problème, c'est qu'il faut avoir des médicaments plus efficaces. Et les immunothérapies ne sont pas approuvées par la FDA. Et je vais en parler plus en détail plus tard. Voici la situation. Il y a 3 ans, du côté médicaments approuvés par la FDA pour traiter les addictions aux opiacés et les overdoses, la méthadone, qui a été approuvée il y a longtemps, naltrexone, naloxone Arcan. Ces dernières années, tous ces médicaments ont disparu du marché pour de multiples raisons. Donc, au lieu d'augmenter les options disponibles aux patients, les options se sont réduites ces dernières années. Donc, l'objectif de la recherche que je mène est de développer l'approbation par la FDA des médicaments et de traitements biologiques, je veux dire des vaccins et des anticorps monoclonaux. Et l'objectif de soutenir toutes les phases du développement, la recherche préclinique, clinique, toutes les phases cliniques, phase 1, 2, 3, avec le but ultime de faire 15 demandes de médicaments, nouveaux médicaments expérimentaux et de réaliser des études chez l'être humain. Et l'autre objectif est d'obtenir 5 NDA, c'est application de nouveaux médicaments. C'est la dernière étape avant d'obtenir l'approbation de la FDA. Donc, ce programme sur 5 ans, au bout de 5 ans, on espère avoir 5 médicaments approuvés par la FDA pour traiter les addictions aux opiacés ou les overdoses. Donc, nous avons établi nos priorités de recherche. La première, c'est de développer des médicaments avec des formulations à action prolongée pour empêcher le problème de non-respect du traitement. La deuxième est une durée prolongée, un traitement plus long et plus efficace contre les overdoses, de nouvelles approches pour empêcher la dépression respiratoire, de nouveaux objectifs et nouvelles approches pour traiter les addictions aux opiacés et les immunothérapies. Voici le portefeuille des médicaments que nous avions à NIDA au départ. Vous voyez, c'était surtout des traitements biologiques, des vaccins, des anticorps monoclonaux. Et dans la phase 1, certains étaient à la phase 1, d'autres à la phase 2. La plupart étaient des médicaments pour lesquels on trouvait de nouvelles indications. Il n'y avait rien à la phase 2 ou la phase 3 et les nouvelles formulations de l'analoxone en spray nasal étaient testées à l'époque. Voici le contraste avec le portefeuille que nous avons actuellement. Donc, c'est une augmentation extraordinaire
dans les études précliniques à tous les stades, une augmentation importante dans les études de phase 1. Et il y a 2 études en phase 2. Nous n'avons encore rien n'est testé encore à la phase 3. Mais surtout la partie la plus importante et la plus prometteuse de notre portefeuille pour atteindre notre objectif, ce sont les nouvelles formulations. Et je vais parler de ces nouvelles formulations. Je vais revenir aux priorités de recherche, une par une, que nous exécutons actuellement. Premièrement, c'est les nouvelles formulations des médicaments existants. C'est une partie très robuste de la recherche. Nous avons des formulations multiples de naltrexone. Nous avons des implants sur 12 mois. Olali, c'est la naltrexone à 6 mois, développée par Go Medical Pharmaceuticals en Australie, en collaboration avec l'Université de Columbia. Ça progresse très bien. Il y a un implant naltrexone à 6 mois par la société Drug Delivery, un implant naltrexone à 3 mois de BioCorex. C'est un composé qui est très similaire au naltrexone qui est approuvé en Russie. Et ce laboratoire a fait des modifications et développe un composé qui marche très bien. Et il y a une injection de naltrexone à 2 mois. Et un nalmefène à 6 mois, développé par Titan Pharmaceuticals et XR Namelphine. C'est un implant de buprenorphine et nous développons cet implant. Et un autre laboratoire développe une nouvelle formulation de buprenorphine. En termes d'agonistes, des agonistes opioïdes, il y a 2 formulations. L'une, c'est la buprenorphine orale hebdomadaire et l'autre, c'est une R-méthadone hebdomadaire. Et les 2 utilisent des approches très novatrices. Et Taxo, avec de la buprenorphine, de la méthadone, et cette isola arrive dans l'estomac et maintient l'acidité de l'estomac pour détruire la capsule et pour libérer le médicament. Mais quand ça s'ouvre, c'est tellement gros que la capsule ne peut pas sortir de l'estomac et va dans l'intestin jusqu'à ce qu'il se dilue dans l'acide chlorhydrique de l'estomac. Donc, ça reste dans l'estomac pendant 1 semaine et ça libère le médicament pendant tout ce temps. Donc, c'est une approche très innovante qui ne nécessite pas d'injection ou d'implant. C'est juste une capsule qu'on avale. Et le R-méthadone, en Europe, vous connaissez l'R-méthadone qui n'est pas approuvé aux États-Unis. On essaie de faire d'une pierre deux coups avec la R-méthadone qui offre plus de sécurité que la méthadone ordinaire qui est approuvée aux États-Unis actuellement. Donc, nous espérons qu'avec cette nouvelle formulation, nous n'aurons pas seulement une formulation hebdomadaire et les patients n'auront pas besoin d'aller tous les jours dans la clinique de méthadone et ça leur offrira plus de sécurité. Et le dernier agoniste, c'est la formulation orale de LAM. C'est une nouvelle formulation
si je comprends bien, en Europe, ce n'est pas approuvé. Et aux États-Unis, c'est approuvé, mais ça a été retiré du marché par les laboratoires parce qu'il y avait des problèmes de sécurité potentiels. Mais cette nouvelle formulation, actuellement en développement, on imagine qu'elle sera plus sécurisée et qu'elle sera soumise à la FDA et remise sur le marché. Donc, voici les nouvelles formulations. Maintenant, le second volet, c'est des médicaments de plus longue durée et plus puissants. Il y a un nouveau médicament, le Metocinamox, qui est un antagoniste opioïde pseudo-irréversible et à action prolongée. Il a de meilleures propriétés pharmacocinétiques et il sera utile pour les personnes qui risquent une overdose. Et ça les protégera d'une overdose pendant plus longtemps. Le deuxième médicament, c'est le Nafamostat, qui est en combinaison avec des promédicaments bioactivés pour traiter la douleur et les protège des overdoses, parce que Nafamostat empêche, quand il y a une overdose aux opioïdes, il y a trop d'opioïdes qui rentrent dans le flux sanguin. Le troisième, c'est une prodrogue nalméphène qui est active pendant plus de 28 jours. Il faut voir comment ça fonctionne parce qu'il y aura le risque de précipiter. Un composé qui a été récemment approuvé, c'est un écouvillon nasal naloxone, un écouvillon imprégné de naloxone qu'on met dans les narines et qui libère la naloxone, peut-être des plus grandes doses que ce qu'on peut faire avec des sprays. Et peut-être ça protège les gens pendant plus longtemps. Et le dernier, c'est un dispositif de libération de naloxone qu'on utilise quand le patient a une faible saturation d'oxygène. Et lorsque la saturation est trop faible, le dispositif commence à libérer de la naloxone pour éviter l'overdose. Ce dispositif sera pour les patients plus graves, mais c'est quelque chose qui est important d'avoir dans notre panoplie de traitements. Le troisième volet, ce sont les nouvelles approches pour traiter la dépression respiratoire. Nous n'avons pas de médicaments approuvés actuellement et on a un certain retard dans ce domaine. Mais nous avons des médicaments prometteurs. Nous en avons 4. L'un, le plus prometteur est le dexmédetomidine, mais les 3 autres sont à l'étude. Et là, le but est de traiter la détresse respiratoire. Le volet que j'ai mentionné, c'est les nouveaux médicaments contre les addictions aux opioïdes.
Vous pouvez voir sur cette diapo ce qui est à l'étape préclinique. Voici la liste des nouveaux médicaments testés qui sont en phase clinique. La plupart sont des médicaments pour lesquels on a de nouvelles indications. En termes d'immunothérapie, nous avons des vaccins, des multiples vaccins antifentanyl, anti-opioïdes et des anticorps monoclonaux pour le fentanyl. Pour la première fois, nous voyons que la FDA sera favorable aux anti-opioïdes pour les êtres humains et on pourra tester ces vaccins. Ils sont actuellement testés à l'Université de Columbia en collaboration avec l'Université du Minnesota et les progrès sont excellents. Les anticorps monoclonaux antifentanyl sont très, très prometteurs et nous espérons qu'avec ces anticorps, nous pourrons empêcher l'accès du fentanyl au cerveau et la dépression respiratoire. Quand le fentanyl arrive au cerveau, les anticorps commencent à faire sortir le fentanyl du cerveau. Donc, c'est une approche très intéressante et c'est très prometteur. Et un laboratoire travaille et fait beaucoup de progrès dans ce domaine. En termes de nouveaux objectifs, nous avons de nombreux objectifs. Voici, c'est très intéressant d'un point de vue scientifique, mais il faut beaucoup de temps pour passer d'un nouvel objectif jusqu'à l'étape d'approbation par la FDA. Mais nous étudions actuellement ces médicaments. En résumé, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Nous avons 52, notre objectif était d'avoir 15 nouvelles NDA et actuellement nous en aurons 20, donc on dépasse notre objectif. Mais nous n'avons pas encore déposé de NDA et nous travaillons très dur pour essayer de déposer les 5 NDA que nous voulons obtenir au bout de 5 ans. Il y a 52 médicaments actuellement en développement, 13 à l'étape préclinique, 15 à l'étape préclinique plus avancée, 10 en phase 1, 2 en phase 2, 1 en phase 3 et environ 11 nouvelles formulations. Donc, nous espérons que ce programme nous permettra d'offrir plus d'options aux cliniciens pour mieux traiter leurs patients. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions plus tard. Merci. Merci. Alors, pour ceux qui n'ont pas été au début de la session, eh bien, on avait déjà informé qu'Yvan, eh bien, il n'est pas présent en ce moment pour les questions, vu qu'il est 3 heures du matin pour lui aux États-Unis. Mais en tout cas,
Merci beaucoup pour cette présentation tellement informative. C'est une vision pour l'avenir, pour ces nouvelles thérapies, pour ces nouveaux médicaments. Je voudrais dire que après avoir travaillé pendant des années aux États-Unis, eh bien, non seulement je suis bien sûr familiarisée avec la livraison de médications d'action prolongée, mais aussi là, je voudrais mettre l'accent sur les traitements appropriés. C'est un petit peu comme Icro le disait auparavant. Il faut voir qu'il y a différents aspects, différentes cultures entre les États-Unis, l'Europe, l'Australie aussi. Et voilà, il y a beaucoup de travail à faire encore afin de voir quelle est la place de la médecine de précision dans ce groupe. Maintenant, je vais passer la parole à Marc qui a des infos pour vous. Donc, cette session est terminée, pile à l'heure. Là, il y a une pause. On reprend en session plénière à 10h30, pétante. La session de fin de matinée sera suivie d'un symposium sponsoré par l'industrie, un symposium Gilead. Puis, il y a la pause repas. Et cet après-midi, reprise à 14h30 en session parallèle, donc dans cette pièce et dans 5 autres pièces dans le bâtiment. Et n'oubliez pas à la pause les sessions de posters qui sont très riches. Bonne pause et à bientôt.